N'en déplaise aux défenseurs de la pensée positive, qui se le sont largement appropriés, l'optimisme est par excellence une idée du siècle des Lumières. L'Europe intellectuelle veut alors se persuader qu'elle vit dans le meilleur des mondes possibles, et la doctrine de l'optimisme est l'un de ses grands recours. Cette idéologie de l'optimisme est d'ailleurs intimement liée à l'idée que la nature est bonté et que tout ce qui vient d'elle est forcément bon et juste, ce qui n'est pas sans résonance avec la vague écologiste contemporaine. Convaincus que la science et la raison sont à même d'apporter le progrès à la fois technique et moral, les hommes des Lumières sont nombreux à considérer que notre monde est le moins mauvais des mondes possibles, celui capable de nous apporter la liberté et le bonheur. Certes, nous avons toujours de bonnes raisons d'espérer qu'une situation va bien tourner. Mais le fait d'attendre une issue favorable, en vertu du simple fait que l'on est optimiste, n'est pas une raison suffisante. Ce n'est en tout cas pas plus rationnel que de s'attendre à une telle issue parce qu'on est anglais ou parce qu'il fait beau 3 jours de suite. Car s'il y a une bonne raison pour que l'issue soit favorable, il n'y a donc a fortiori pas de raison pour qu'elle ne soit pas également défavorable. C'est pourquoi la foi de l'optimiste n'a pas de fondement. L'optimisme est ce qu'on appelle une bizarrerie de tempérament. Dans un sens, on peut légitimement penser que l'optimisme est davantage une question de croyance que d'espoir. C'est en fait une croyance fondée sur l'opinion que les choses vont aller dans le bon sens davantage que la sorte d'engagement vigoureux qu'implique l'espoir. L'optimisme est une sorte d'opinion générale autonome. C'est pourquoi il est très difficile d'argumenter contre ou pour l'optimisme, comme cela est également le cas pour le cynisme ou la crédulité. Un optimiste n'est pas simplement quelqu'un qui a de grandes espérances, il est possible d'avoir de l'espoir sans nécessairement penser que les choses vont bien tourner de manière générale. Contrairement à l'espoir qui est une vertu, l'optimisme n'est pas une disposition à laquelle on parvient suite à une mûre réflexion, et c'est ici qu'il faut distinguer l'optimisme et l'optimalisme. L'optimalisme est une doctrine qui postule que nous habitons dans le meilleur des mondes possibles. Pour l'optimaliste, nous bénéficions déjà d'un bon alignement des planètes. Par contraste, l'optimiste envisage les déficiences du temps présent, mais se projette néanmoins dans un avenir radieux. La question est en fait de savoir si la perfection existe déjà ou s'il s'agit de l'atteindre, ce qui a évidemment de nombreuses résonances sur la question éthique liée aux vertus possibles du capitalisme. Est-ce véritablement le meilleur des systèmes économiques possibles, ou bien peut-il nous permettre d'envisager un monde meilleur? Ne nous voilons pas la face, il ne s'agit évidemment pas de faire montre d'un optimalisme ou d'un optimisme béat. Qu'il soit ou non le moins pire des systèmes, il est indispensable de dédiaboliser le capitalisme pour pouvoir en attendre quelque chose. À l'encontre de toutes les critiques qui pleuvent sur le capitalisme, il faut opposer le fait que le capitalisme permet l'accroissement général du niveau de vie, nous procure une vie plus variée, qui offre davantage de loisirs et d'activités, et qu'il apporte des utilités bien plus qu'il n'en détruit. Sans parler de la fameuse destruction créatrice de Schumpeter, n'oublions pas que le capitalisme est un levier essentiel pour que chacun puisse déployer des capacités créatives et des possibilités d'expression personnelle. Il est de bon ton de critiquer le marché et le capitalisme, comme si nous en étions extérieurs. Mais comme le montre le remarquable travail de Laurence Fontaine, non seulement nous faisons tous partie du marché, mais le marché est également la marque d'une liberté acquise qui respecte la dignité en donnant le droit d'acheter et de vendre. Son analyse de l'histoire et des pratiques du marché montre que l'échange individuel, tel qu'il se pratique dans le marché, suppose une égalité de statut entre ceux qui s'y rencontrent. De fait, acheter au marché signifie passer du temps à discuter, à jauger les marchandises, à entrer dans une relation de personne à personne, et l'ensemble de ces attitudes suppose un dialogue d'égal à égal. Pourquoi ne pas considérer que nous sommes également tous partie prenante du capitalisme,
et qu'il ne tient qu'à nous d'agir en conséquence pour le rendre plus vertueux. Ce pouvoir libérateur du marché, qui a permis aux individus de s'émanciper peu à peu des tutelles féodales en pouvant marchander entre eux, en passant contrat pour parvenir à un accord sur la valeur des marchandises et en obtenant des crédits, ne pourrait-on pas l'envisager à propos du capitalisme? Ne pourrait-il pas également être un pourvoyeur d'égalité et même de démocratie? C'est donc notre choix de construire un capitalisme qui libère les pulsions de vie. Plutôt que d'optimisme, parlons plutôt de choix d'agir, ce qui va d'ailleurs dans le sens d'une demande grandissante des populations d'être actrices, de participer et de faire vivre la démocratie. C'est pour que le capitalisme libère la volonté que chacun ait de choisir et d'agir qu'il faut penser ensemble un capitalisme qui soit pourvoyeur de sens et non pas seulement de rentabilité. Un capitalisme qui fabrique des utilités plutôt que de les détruire et qui permette de tisser du vivre ensemble plutôt que de s'appuyer sur la rivalité et les pulsions narcissiques.